Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape et de la manière la plus simple comment présenter les différentes forces qui agissent sur un corps lorsque celui-ci est posé sur un plan incliné et maintenu à l'équilibre à l'aide d'une corde. Ensuite, on va voir comment faire efficacement la projection des forces suivant l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est pas tout. Par la suite, nous allons voir comment tirer l'expression de la force grand F et de la réaction R et comment aussi faire l'application numérique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager. C'est parti. La première des choses que nous avons besoin de faire, c'est d'abord de présenter toutes les forces qui agissent sur ce corps. Donc, nous avons un corps posé sur un plan incliné. Et là, le corps est accroché à une corde. C'est-à-dire que la corde exerce une force sur notre solide. Donc, la première force ici que nous avons besoin de présenter, c'est la force grand F comme la force motrice. Voilà. Donc, voilà cette force. Donc, c'est la force de la corde qui maintient le solide en équilibre. Voilà. Quelquefois, dans certains documents, vous pouvez trouver cette force-là notée grand T ou encore appelée la tension de la corde. Voilà. Ou bien la tension du fil. Mais toutefois, on peut aussi la noter grand F, il n'y a pas de problème. Bien. Maintenant, nous avons une autre force qui agit sur ce corps, c'est le poids. Donc le poids, quand on veut présenter le poids, on doit d'abord chercher le centre de gravité du solide. Donc le solide est ici, donc son centre de gravité est là. Donc c'est-à-dire le poids commence toujours à partir du centre de gravité du solide et dirigé vers le bas. Donc le poids est vertical descendant. Bien. Supposons que c'est vertical et dirigé vers le bas. Maintenant, nous avons une autre force qui agit sur notre corps. C'est la réaction, donc c'est la force de contact. Là où on a posé notre corps, c'est-à-dire que la piste exerce une force sur ce corps et cette force est toujours perpendiculaire au plan. Si notre plan est horizontal, la force de contact va être comme ça, c'est-à-dire perpendiculaire au plan horizontal. Mais comme notre plan est incliné, c'est-à-dire que la force de contact va être toujours perpendiculaire au plan. Donc, la force de contact va être présentée comme ça. Elle commence au sol et dirigée vers les hauts. Voilà. Donc, ça c'est la force de contact ou encore appelée la réaction. Bien, nous avons déjà présenté toutes les forces qui agissent sur notre corps. Quelle est l'étape suivante? Maintenant, pour calculer la force grand F et la réaction R, nous avons besoin d'appliquer la première loi de Newton ou encore appelée le principe d'inertie. Mais avant d'appliquer la première loi de Newton, ce que nous devrons faire, c'est-à-dire, c'est de préciser il s'agit de quel système que nous sommes en train d'étudier. Aussi de préciser nous sommes dans quel référentiel. Et on va faire le bilan des forces. C'est-à-dire, ça fait partie des étapes pour, en mécanique, étudier les mouvements d'un corps ou bien calculer la force ou les différentes forces qui agissent sur un corps. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire système. Système. Donc, système, c'est quoi? Quand on dit système, c'est-à-dire, il s'agit de quoi? Quel corps nous sommes en train d'étudier son mouvement? D'étudier ce mouvement ou bien calculer ses forces. Ici, c'est insolite. Donc, on n'a pas dit que c'est une personne, on n'a pas dit que c'est, je ne sais pas, c'est une caisse. Donc, si dans l'exercice, on dit une caisse de masse M, là, vous allez dire que le système, là, c'est caisse de masse M. Si on vous dit un bébé, vous allez dire bébé de masse M. Si on vous dit, je ne sais pas, un marqueur, vous allez dire que c'est un marqueur de masse M. Peu importe, la chose que nous voulons étudier son mouvement, c'est ça qu'on considère comme système. Donc ici, comme c'est insolide, donc je peux dire solide de masse M,
solide de masse M. Voilà, des masses M. Bien, maintenant, quand on veut étudier les mouvements d'un corps, nous avons besoin de choisir un référentiel. Et c'est très important de choisir un référentiel. Maintenant, pour tous les corps qui bougent à la surface de la Terre, quand on veut étudier leurs mouvements, on utilise ce qu'on appelle le référentiel terrestre galiléen. Alors, on a trois types de référentiels. L'autre référentiel, on l'appelle le référentiel géocentrique. On l'utilise pour étudier les mouvements des satellites qui gravitent autour de la Terre. Maintenant, nous avons un autre référentiel qu'on appelle le référentiel héliocentrique. Celui-là, on l'utilise pour étudier les mouvements des planètes. Mais son centre d'inertie est considéré comme le centre d'inertie du Soleil. C'est-à-dire que c'est un référentiel qui est considéré, qui se trouve au centre d'inertie du Soleil comme origine, et on étudie les mouvements des planètes en utilisant comme référentiel. Maintenant ici, comme on est à la surface de la Terre, tout corps qu'on veut étudier son mouvement à la surface de la Terre, on utilise le référentiel terrestre galiléen. C'est pourquoi ici, j'ai besoin de choisir un référentiel. Donc, quel est ce référentiel? Je vais dire que c'est référentiel, bien, terrestre galiléen. Donc, ou supposé galiléen. Voilà. Donc, c'est le référentiel que je vais utiliser. Ce n'est pas fini. La troisième des choses que vous avez besoin de faire, c'est de faire le bilan des forces qui agissent sur notre corps. Donc, bilan. C'est-à-dire il faut recenser toutes les forces qui agissent sur ce corps. C'est ça qu'on appelle bilan. Donc, on connaît déjà que nous avons trois forces. Mais j'ai oublié de préciser, ici, on n'a pas une force de frottement parce que dans l'exercice, on nous a dit que les frottements sont négligés. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas présenté une force de frottement. Et d'ailleurs, le solide même est en équilibre. Bien, donc, il y a le poids P. Le poids P. Voilà, nous avons quoi encore? Nous avons le poids P du solide, donc je dois préciser comme ça, le poids P du solide, la réaction R de la piste, voilà, la réaction R de la piste. Qu'est-ce que j'ai encore besoin de préciser? Et la force grand F de la corde. Donc, la force grand F de la corde, la force grand F de la corde. Bien. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Après ça, on va maintenant appliquer le principe d'inertie ou encore appelé la première loi de Newton. Donc, on a trois lois. Newton a trois lois. Donc, surtout dans la mécanique newtonienne, nous avons trois lois de Newton. La première loi est appelée le principe d'inertie. La deuxième loi est appelée le théorème des centres d'inertie ou encore appelée relation fondamentale de la dynamique. Et la troisième loi, c'est la loi d'interaction gravitationnelle. Maintenant, nous en première et en seconde, on ne va pas utiliser ni la deuxième loi ni la troisième loi. On utilise seulement la première loi de Newton qu'on appelle le principe d'inertie. Maintenant, dans quel cas faut-il utiliser la première loi de Newton? On utilise la première loi de Newton lorsque notre corps est en équilibre ou bien le corps qu'on étudie son mouvement est en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que c'est un corps qui se déplace mais avec une vitesse constante. La vitesse initiale est égale à la vitesse finale. Donc là, on applique la première loi de Newton. Voilà, appliquons le principe d'inertie. Le principe d'inertie. Ok. Le principe d'inertie. Donc, c'est ça qu'on appelle première loi de Newton. Maintenant, qu'est-ce que le principe d'inertie dit? Donc, dans un référentiel galiléen, je vais énoncer le principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, voilà, un corps en mouvement rectiligne uniforme ou en équilibre,
Voilà. La somme des forces qui agissent sur ces corps est égale au vecteur nul. Donc, c'est-à-dire ici, je vais dire la somme des forces extérieures qui agissent sur mon corps ici est égale au vecteur nul. Maintenant, nous avons combien de forces qui agissent sur mon corps ici? On a recensé, il y a 3 forces, le poids, la réaction et la force grand F. Donc, on va dire P plus R plus grand F qui est égal à vecteur nul. Bien, maintenant, ces forces-là, on va quand même faire un repère pour voir lesquelles de ces forces sont situées sur l'axe des abscisses, lesquelles de ces forces sont situées sur l'axe des ordonnées et lesquelles qui ne sont pas situées ni sur l'axe des abscisses ni sur l'axe des ordonnées. Et celles qui ne sont pas situées ni sur l'axe des abscisses ni sur l'axe des ordonnées, on va faire leur projection de manière à ce qu'ils reviennent sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Pour cela, on a besoin de faire un autre schéma. Je ne vais pas travailler avec ce schéma parce qu'il y a déjà le solide qui est gros comme ça, donc ça va être un schéma qui n'est pas propre pour le travail. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Considérons le solide comme un point matériel. C'est-à-dire, dans l'autre schéma que je vais faire, je ne vais même pas présenter le bloc qui se trouve ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Considérons le solide, voilà, comme un point matériel. Ok. Si on considère le solide comme un point matériel, c'est-à-dire quoi? C'est le même plan que je vais faire, mais le solide, je vais le présenter en un petit point comme ça. Voilà. Je vais effacer ici. Donc, j'efface là. Bien, donc je vais reproduire le plan incliné. Ok, donc considérons que c'est notre plan incliné et considérons que le solide est comme un point matériel. Donc le solide gros comme ça là, on le présente sous un petit point comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter les forces qui agissent sur ces corps. Donc, comme c'est un petit point comme ça, il y a le poids. Voilà, il y a le poids. Il y a ce qu'on appelle la force grand F. Elle est ici. Et il y a la réaction. Donc, la réaction est là. D'accord. Maintenant, réaction, poids. Voilà. Maintenant, je vais tracer un repère d'origine qui va être comme le point ici que je fais. Donc, mais l'axe des abscisses là, ça va être, c'est-à-dire ça suit les plans. Ça suit les plans, comme ça. Donc, si l'axe des abscisses suit les plans, dans mon repère, c'est-à-dire que c'est ça l'axe X, ici, X'. Bien, l'axe des ordonnées va suivre la réaction, c'est-à-dire va être perpendiculaire à l'axe des abscisses. Bien, donc voilà un peu mon repère. Donc ça c'est X. Je vais un peu refaire mes forces là, ça ne se voit pas bien. Donc voilà la première force, F, voilà la réaction et voilà le poids. Bien. Si vous constatez bien, si vous voyez bien, ici, suivant l'axe des ordonnées, nous avons la réaction, c'est-à-dire la réaction est située sur l'axe des ordonnées. Bien, maintenant, suivant l'axe des abscisses, nous avons la force grand F, est située sur l'axe des abscisses. Ok, et ça c'est l'origine du repère, ici c'est comme O. Bien, maintenant le poids, lui là, il n'est ni situé sur l'axe des abscisses, ni sur l'axe des ordonnées. On a donc besoin de les projeter sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc, ce qui se trouve déjà sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, ça c'est bon. Mais ce qui n'est pas ni sur l'axe des abscisses, ni sur l'axe des ordonnées, on a besoin de faire sa projection suivant l'axe des abscisses et faire sa projection suivant l'axe des ordonnées. Donc, ici, c'est le poids. Donc, le poids, on va prendre la tête de flèche ici
Et on va projeter, c'est-à-dire on va projeter sur l'axe des abscisses. Mais il faut que cette projection forme un angle droit avec l'axe des abscisses. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre ça, je ramène sur l'axe des abscisses. Je fais des tirés interrompus comme ça. Alors, oui, n'est-ce pas? Alors, il faut que ça soit bien perpendiculaire à l'axe des abscisses. Ok, maintenant, je vais présenter les poids sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est-à-dire, ici, je projette sur l'axe des ordonnées. Maintenant, c'est bien perpendiculaire. Il faut que ça forme un angle droit avec l'axe des ordonnées. Donc, j'ai ramené les poids sur X et sur Y. Donc, le poids ici, c'est P. Mais celui que j'amène sur l'axe des abscisses, là, je peux l'appeler P de X. Et celui qui se trouve sur l'axe des ordonnées, je peux l'appeler quoi? P de Y. Donc, P de Y. Donc, c'est ça que j'appelle projection suivant les axes. Donc, ici, normalement, je devrais écrire projection suivant les axes. Suivant les axes. OK. Projection suivant les axes. D'accord. Maintenant, vous voyez, ici, quand le poids, il est comme ça, quand je la mets sur l'axe des abscisses, là, c'est-à-dire c'est comme si je les tourne comme ça. Si je les tourne, c'est-à-dire la flèche là est dirigée vers où? La flèche est dirigée vers l'arrière. Maintenant, le poids ici, il est comme ça. Si je le tourne comme ça, la flèche est dirigée comme ça. Vous voyez, donc c'est-à-dire que ces poids-là est décomposé en P de X et en P de Y. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, ce que nous allons faire, c'est-à-dire, comme on a écrit P plus R plus F est égal à vecteur nul, donc je vais écrire cette écriture-là suivant l'axe des abscisses, comment ça se présente et suivant l'axe des ordonnées, comment est-ce que ça se présente. Voilà, donc c'est ma manière à moi. Il y a plusieurs manières de faire ça, mais de ma façon, on va voir comment faut-il faire. Voilà, on va dire suivant X', c'est-à-dire l'axe des abscisses, et suivant Y aussi, on va voir comment est-ce que ça se passe. Donc, suivant X', là, je vous conseille de voir toutes les forces qui se trouvent sur l'axe des abscisses. Donc, suivant X'. Donc, sur l'axe des abscisses, il y a P de X et il y a F. Donc, j'écris P de X avec vecteur plus F aussi avec vecteur égale vecteur nul. Maintenant, suivant l'axe des ordonnées, il y a combien de forces? Il y a P de Y et il y a R. Vous voyez? Donc, il y a P de Y ici, P de Y plus R est égal à vecteur nul. Maintenant, ça, c'est une écriture vectorielle. Donc, vous allez certainement me dire, certains vont certainement penser que, mais ici, là, c'est le côté négatif, pourquoi vous n'avez pas écrit avec un signe négatif? Non, ça, c'est une somme vectorielle. C'est lorsque je laisse tomber les vecteurs que les signes-là vont apparaître. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement dire, à partir d'ici, P de X. Donc, P de X se trouve sur quel axe? Donc, c'est en ces moments-là que je projette, c'est-à-dire en ces moments-là que je connais maintenant la position exacte de P de X. Donc, vous voyez que c'est un repère. Ici, c'est 0, c'est-à-dire ça, c'est le côté positif du repère, ça, c'est le côté négatif. Ici, c'est le côté positif, ici, c'est le côté négatif. Donc, P de X se trouve sur le côté négatif, j'écris moins P de X. Plus F. F se trouve sur le côté positif, plus F égale 0. Ce n'est plus égal à vecteur nul parce que j'ai laissé tomber le vecteur. Alors, maintenant, suivant l'axe des ordonnées, ici, nous avons quoi? Nous avons R. R se trouve sur le côté positif et P de Y se trouve sur le côté négatif. Donc, P de Y, il est sur le côté négatif, je peux dire moins P de Y et plus R, il est sur le côté positif, est égal à 0. Voilà, notre maintenant souci, c'est de chercher le P de X là et chercher aussi le P de Y, mais il n'y a pas de panique. Alors, là maintenant, notre angle qui est ici va devoir un peu se déplacer. Donc, l'angle qui est ici, je vais vous donner une technique vraiment très simple. Vous n'avez pas beaucoup besoin de réfléchir de midi à 14h pour déplacer l'angle qui est ici.
L'angle qui est ici, là, directement, ça vient ici. C'est-à-dire que lorsque vous avez le poids comme ça, vous avez une projection comme ça, entre la projection sur l'axe des abscisses et le poids, l'angle se déplace ici. Et cet angle-là est un angle alterne interne avec ceux-là. Quand on a, par exemple, deux droites parallèles, une autre droite sécante, donc ça forme N. L'angle qui est ici, c'est la même chose que l'angle qui est ici au cas où les deux droites sont parallèles, bien sûr. Donc, ce sont des angles alternes internes. Ici, c'est comme si c'est Z. Donc, l'angle qui est ici avec l'angle qui est ici sont les mêmes. Donc, alpha là, se déplace ici et il se déplace également là. Sinon, je ne vais pas être long dans la vidéo, sinon je vais vous démontrer étape par étape comment est-ce que l'angle d'ici se retrouve ici et c'est le même alpha. Je le ferai dans une autre vidéo. Alors, maintenant, ce que nous avons besoin ensuite de faire, c'est de retrouver en fait notre P de X et P de Y. Mais la question posée ici, c'est de calculer la valeur de la force et la valeur de la réaction. On nous a donné la masse de notre solide est égale à 10 kg et l'angle alpha est égal à 60 degrés. Donc, à partir d'ici, on va dire F égale moins P de X va se déplacer par ici, ça devient P de X. Ça change de signe. Et R va se déplacer, le moins P de Y se déplace par ici, ça devient P de Y. Maintenant, P de X et P de Y là, c'est ça que nous sommes en train de chercher. Donc, cherchons P de X et P de Y. Donc, P de X, je vais un peu enlever ce schéma là dehors. C'est-à-dire qu'ici, nous avons P de X, c'est-à-dire ça. Nous avons un truc ici comme ça. Ça, c'est P. Et ça, c'est l'angle. Si vous constatez bien, ce côté-là, on l'appelle P de X. Ce côté ici, on l'appelle P. Et nous avons ici un angle droit. C'est-à-dire que nous sommes en face d'un triangle rectangle. Maintenant, l'angle, c'est ici notre angle alpha. Comme on a un triangle rectangle, et l'angle alpha est ici. Avant tout, dans le triangle rectangle, le plus long côté est appelé hypoténuse. Donc, c'est-à-dire ce côté-là, on l'appelle hypoténuse. Donc, ce côté est appelé hypoténuse. D'accord. Maintenant, le côté qui est en face de l'angle, donc l'angle est ici. L'angle là est toujours formé entre l'hypoténuse et le côté adjacent. Le côté qui est en face de l'angle, ce côté-là, on l'appelle côté opposé à l'angle. Vous voyez? Et là, le côté opposé à l'angle, c'est le P de X. Et l'hypoténuse ici, c'est le P. Maintenant, ce côté-là, on l'appelle le côté adjacent. Ça, c'est le P de Y. Pourquoi je dis que P de Y? Parce que ce côté-là, c'est la même chose que P de Y. C'est-à-dire, si je fais une translation, je ramène le vecteur P de Y, là, tac, ici. Donc, ça devient P de Y. C'est-à-dire, P de Y est de ce côté-là. Donc, vous voyez un peu. Donc, le côté opposé, c'est P de X, le côté adjacent, c'est P de Y, et l'hypoténuse, c'est P. Alors, maintenant, pour calculer le côté opposé, la formule dit côté opposé égale à hypoténuse fois sinus. Et le côté adjacent est égal à hypoténuse fois cosinus. Toujours. Dans n'importe quel triangle rectangle, quand on veut calculer le côté opposé, c'est hypoténuse fois sinus, côté adjacent égale à hypoténuse fois cosinus. Donc ici, notre côté opposé, donc je vais écrire ça quelque part, le côté opposé c'est quoi? C'est P de X. Donc ça veut dire que P de X est égal à quoi? Égal à hypoténuse fois sinus. Hypoténuse, c'est ce côté-là, c'est P. P fois sinus de l'angle alpha. Donc notre angle c'est alpha. Maintenant le côté adjacent égal à hypoténuse fois cosinus. Donc côté adjacent ici c'est quoi? Le côté adjacent c'est P de Y. Donc P de Y est égal à hypoténuse, ça veut dire P fois cosinus alpha. Vous voyez, j'ai déjà trouvé le côté opposé, P de X est égal à hypoténuse fois sinus, c'est-à-dire P de X est égal à P sinus alpha et P de Y est égal à P cosinus alpha. C'est pas fini. Maintenant, comme j'ai trouvé P de X
est égal à P sinus alpha et P de Y est égal à P cosinus alpha, je vais simplement dire à partir d'ici que à la place de P de X, je remplace par P sinus alpha et à la place de P de Y, je remplace par P cosinus alpha. C'est-à-dire que voilà, nous avons la force F est égale P sinus alpha. Donc, P de X, je remplace par P sinus alpha, d'accord? Et R égale P de Y. P de Y, c'est P cosinus alpha. Mais vous savez que P, c'est quoi? C'est le poids. Poids égale M fois G. P égale à M fois G. M, c'est la masse et G, c'est l'intensité des pesanteurs. Donc, c'est-à-dire F égale mg sinus alpha et R est égal à mg cosinus alpha. Maintenant, il suffit qu'on fasse l'application numérique. Donc, là, je vais directement faire l'application numérique. P de X, F, autant pour moi, F égale M. M, c'est combien? C'est la masse, c'est 10 kg fois G. G, l'intensité des pesanteurs. Si on vous donne 10 dans un exercice, tant mieux. On ne donne pas, on prend 9,8. Donc l'intensité des pesanteurs à la surface de la Terre est sensiblement égale à 9,8. Donc 9,8 newtons par kilogramme. Fois sinus de 60 degrés. Fois sinus de 60 degrés. Maintenant R. R est égal à 10 fois 9,8 fois cosinus de 60 degrés. Donc F égale et R égale. Donc, là, nous avons 10 fois 9,8 fois sinus de 60. 10 fois 9,8 fois sinus de 60, ça nous donne 84,87. Donc F est égal à 84,87 newtons. N'oubliez pas l'unité. Et maintenant, 10 fois 9,8 fois cosinus de 60. 10 fois 9,8 fois cosinus de 60 est égal à 49 newtons. Et voilà, nous avons déterminé la force grand F et la réaction R. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.